Voilà, si tout le monde peut prendre place. Je suis Pierre-Yves Trainard, je suis le coordinateur du pôle de ressources en éducation thérapeutique d'Île-de-France. Et pour modérer cette session, je suis accompagné à côté de moi de Marie Duvivier, qui est patiente et membre de l'équipe du pôle de ressources aussi, et qui aura évidemment son mot à dire sur la place des patients. Alors, je fais le lien avec la session précédente où l'éducation thérapeutique, c'est pas seulement la communication. Et si toutes les personnes âgées étaient en incapacité de dire ce qu'elles ressentent, et si on prenait toutes les populations discriminées par le défaut de communication, on finirait peut-être par rester entre nous, et ça serait plus simple. Le plus compliqué, finalement, c'est la place que vont prendre les patients dans la démarche que l'on va avoir ensemble. Et le ensemble, c'est comment est-ce qu'on va construire des partenariats qui sont entre patients et entre professionnels et qui changent tout à l'organisation des soins et à la façon de percevoir aussi notre manière de les soigner. Alors pour cette session, on a inversé l'ordre. Vous allez entendre d'abord Andrea Limbourg, qui est patiente et qui va nous raconter comment elle tient à ce que les patients soient des partenaires dans les organisations de soins et de l'éducation thérapeutique. On aura ensuite une proposition de rapport de programme et on finira par Caroline qui nous emballera tout ça en disant voilà comment ça se fait en fait peut-être dans la réalité. J'en sais rien, on verra bien. Voilà. On commence par Andrea. Et à la fois patiente intervenante, notamment au sein des activités du pôle de ressources, mais aussi coordinatrice d'une plateforme qui s'appelle Advenir, qui est une plateforme sur la transition entre l'enfance et le monde adulte et la vie adulte à l'hôpital Robert Debré. Et ça voilà, je vais te laisser la parole. Non, il n'y a pas de photo, mais voilà. Ça va peut-être venir. Donc bonjour à tous, merci de m'avoir invité là aujourd'hui pour vous parler. Effectivement, donc moi je suis Andrea Limbourg, je suis là avec plusieurs casquettes. Je suis vice-présidente de l'Association française des diabétiques de l'Île-de-France. Je suis moi-même donc atteinte de diabète de type 1 et de maladie cœliaque, donc patient sur plusieurs niveaux. Je suis patient intervenant donc, au pôle de ressources d'éducation thérapeutique d'Île-de-France aussi, et comme Pierre-Yves vient de dire, coordinatrice de la plateforme de transition Advenir à l'hôpital Robert Debré, où on accompagne les adolescents atteints de tout type de maladies chroniques sur la préparation à la transition entre la pédiatrie et les services de soins pour adultes. Donc, et du coup, je vais vous parler aujourd'hui de comment les patients peuvent être partenaires dans un programme d'éducation thérapeutique. Donc, c'est quoi un patient partenaire? Donc, c'est une personne qui est expérimentée et qui a un acquis et développé des connaissances expérientielles et médicales sur sa maladie. On parle à chaque fois, je vais continuer à parler du patient partenaire pendant cette présentation. Merci. Mais bien entendu, on inclut aussi l'aidant dans ce dénomination de patient partenaire. Ça peut être un parent d'un enfant atteint de maladie chronique ou un enfant adulte de parents âgés ou un conjoint, par exemple. Donc c'est très important que ce patient expert, ce patient partenaire, soit formé à l'ETP, mais tout comme le patient qui va participer dans un programme d'ETP, qui arrive avec son expérience de vie et de maladie, des compétences personnelles et professionnelles par ailleurs, le patient partenaire peut également avoir d'autres types de formations et de compétences qui sont complémentaires et qui peuvent faire de lui un partenaire très intéressant. Si, ça revient. Donc on parle de patients partenaires, mais vous avez peut-être déjà entendu d'autres termes utilisés.
levez la main peut-être si vous avez entendu d'autres termes que patient partenaire pour des patients qui participent dans des programmes. Ouais. Ouais. Effectivement. J'ai entendu patient référent que je n'ai pas mis là, mais il peut y avoir d'autres aussi. Donc, patient ressources et patient experts, ce sont souvent des termes utilisés par des associations de patients qui sont arrivés à ces termes via leur historique, leur façon de faire, les programmes de formation qu'ils ont mis en place pour leurs membres et leurs abonnés. Un patient intervenant qui va intervenir dans des programmes de TP, comme je vais expliquer, mais aussi dans des congrès, comme aujourd'hui, ou pour représenter des usagers dans différentes instances du système de santé. Et puis, patient enseignant, qui peut intervenir dans la formation des professionnels de santé, que ce soit formation initiale ou continue, comme par exemple la formation sur le TP. Donc toutes ces personnes sont quelque part des partenaires, donc ça reste un chapeau, un mot un peu plus large, et ce sont des partenaires des associations, des instituts de formation, des équipes de soins. Et l'idée, c'est justement de travailler ensemble, de co-construire dans un but d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes qui vivent avec la maladie chronique. Donc, quels sont les rôles? Donc, cette liste vient d'une formation pour les patients intervenants que j'ai co-animée il y a quelques années. Et c'est les patients eux-mêmes dans la formation qui ont élaboré cette liste. Donc, et on l'a trouvé tellement bien que je préfère vous le mettre tel quel sur l'écran, et puis je pourrais ajouter d'autres types de rôles possibles. Donc pour transmettre l'expérience et le vécu de la maladie, pour conseiller les patients participants à l'ETP, pour échanger sur l'émotionnel, pour faciliter le lien entre les patients et les soignants, donc dans la méditation, pour accompagner sans juger, de mobiliser les compétences du patient et son capacité de changement, de corriger quelques représentations qui peuvent venir, de reconnaître les croyances et les limitations, d'aider à mettre en confiance et surtout d'écouter. Et on peut ajouter effectivement à cette liste d'autres choses. Je pense que il n'y a pas de limite de rôle, il y a peu de limites de rôle du patient partenaire. Donc il peut être là aussi pour traduire le jargon médical. Il peut être force de proposition dans les thèmes à aborder dans un atelier. Il peut faciliter l'expression du patient participant à l'ETP. Et il peut aider l'équipe à faire attention au langage qui est employé autour de la maladie. Donc, par exemple, qu'il n'y a pas de bons ou mauvais résultats, mais des sources d'informations qui nous permettent de prendre des décisions ensemble sur un changement de traitement, par exemple. Donc, il est dans un rôle complémentaire à celui du professionnel de santé, mais effectivement, il n'est pas là pour remplacer le soignant. Il ne va pas donner un avis sur le changement de dose de médicaments, par exemple, mais il peut parler de son expérience, des effets secondaires et comment y faire face. Il n'est également pas là pour un simple témoignage de vécu. Il est là avec son expérience, mais aussi souvent avec l'expérience de la vie associative et le retour d'expérience d'autres groupes de patients. Et surtout, il n'est pas là pour être le patient modèle ou le patient parfait. Ce n'est pas parce qu'il est en co-animation d'un atelier qu'il a tout compris ou tout maîtrisé sur sa propre maladie, mais au contraire, parfois le fait d'avoir traversé des moments très difficiles avec la maladie permet d'être encore plus dans l'empathie et le non-jugement de l'autre. Donc, l'intérêt du patient partenaire, il y a plusieurs volets. Donc, il y a un intérêt pour le participant, pour le bénéficiaire de l'ETP. Le patient partenaire ne va pas être dans un rapport hiérarchique que le patient bénéficiaire peut parfois sentir avec le professionnel de santé. Il peut aider du coup à faire émerger des thèmes de discussion qui restent difficiles à aborder entre le patient et le soignant, ou permettre à relativiser certaines difficultés. Et il peut aider à rompre l'isolement. Donc que ce soit l'isolement dans sa définition propre ou spécifiquement par rapport à la maladie. On peut se sentir bien seul avec la maladie, même quand on est bien soutenu
par son entourage et par son équipe de soins. Et donc ma présentation n'est pas très spécifique à la douleur aujourd'hui, à la différence d'autres présentations que vous avez déjà eues, mais je pense que c'est encore plus à souligner ce dernier point, c'est encore plus à souligner justement pour les symptômes qui sont invisibles et difficiles à comprendre si on ne les vit pas. Donc, il y a un intérêt aussi pour l'équipe de soins. Donc, le patient partenaire peut être un aide logistique dans la perspective du patient dans la planification du programme d'ETP, par exemple avec des suggestions de thèmes adaptés. Il peut aider, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, à rappeler l'utilisation de langage qui est dans le non-jugement et qui est non culpabilisant. Et finalement, l'intérêt pour lui-même, participer à une équipe et aider les autres constitue un vrai enrichissement personnel. Il peut améliorer ses propres compétences sur la maladie et sur le système de santé. Et comme pour le participant, c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres personnes avec qui on a des expériences en commun pour se sentir moins seul avec la maladie. Donc, quel type de collaboration est-ce que le patient partenaire peut faire ? Il peut participer dès la conception des objectifs et le déroulé d'un programme d'ETP. Il peut aider aussi à construire des outils qui seront utilisés avec les participants. Il peut animer ou co-animer des ateliers thématiques ou un bilan éducatif partagé, qui sera probablement discuté un petit peu après. Il peut participer au bilan et à l'évaluation du programme, donc un bilan de session ou l'évaluation globale du programme d'ETP. Il peut aider à partager l'information sur le programme d'ETP, donc construction d'outils de communication, ou appeler les participants potentiels ou les participants qui sont inscrits à un atelier. Mais donc tout ça pour dire que dans l'idéal, il devient membre à part entière de l'équipe de l'ETP. Donc il y a plusieurs façons. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que le patient, dans l'idéal, a une formation à l'ETP pour pouvoir participer dans un programme. Et il y a plusieurs façons de se former. Donc, il y a le fameux 40 heures qui est demandé pour tout intervenant dans un programme d'ETP, qui peut être donné, du coup, par des organismes de formation, des associations de formation agréées dans l'ETP. Ça peut être donné par le système de soins aussi. La PHP accepte des patients qui participent dans les 40 heures d'ETP. Et parfois directement dans les associations de patients. Il y a certaines associations qui ont construit des formations de 40 heures en ETP pour leurs membres. Et donc, du coup, dans ces cas-là, les personnes sont vraiment entre patients dans les formations. Ensuite, il y a un diplôme universitaire ou un master, donc au niveau universitaire. Et donc, quelques exemples, il y a l'Université des patients à Paris-Sorbonne, ou à Paris 13, et dans d'autres universités en France. Et puis, je vais faire un peu de pub, on a une formation action, intervenir ensemble dans les activités d'éducation thérapeutique au pôle de ressources en éducation thérapeutique. Et c'est une formation un peu plus courte, mais très basée sur la pratique. Où les équipes et le patient intervenant vont participer ensemble avec plusieurs sessions. Une première session pour les équipes de soins de plusieurs différents endroits, sur plusieurs différentes maladies, pour se mettre d'accord sur les thématiques et pour présenter un peu cette formation. Ensuite, il y a des sessions spécifiques pour les patients, pour apprendre vraiment les étapes de l'ETP, leur rôle et leur façon, les différentes façons de participer à l'ETP. Et finalement, dans la dernière session, les professionnels de santé et les patients sont tous ensemble pour travailler ensemble sur comment est-ce qu'ils vont justement intégrer le patient intervenant dans l'équipe. Donc c'est vraiment une formation qui est dans la pratique pour avancer ensemble.
Donc je vais finir là-dessus, mais je suis heureuse de prendre vos questions. On va peut-être vers la fin. On va essayer de les faire à la fin. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Andrea. Je vais juste replacer l'intervention d'Andrea, qui est majeure, parce qu'on dit toujours que l'éducation thérapeutique doit être centrée sur le patient. Puis en règle générale, les soignants, ils pensent à la place des patients. Donc du coup, ils sont centrés sur le patient, puisqu'ils ont pensé à lui. Alors là, c'est l'inverse. C'est comment l'émergence de la prise en compte de l'expérience patient change radicalement la façon d'entrevoir l'organisation des soins. Et cette émergence de l'expérience patient, elle est à la fois singulière et collective. Et ce fait que ce soit collectif, ça crée ce qu'on appelle la perspective patient. Et cette perspective patient, c'est un point de vue, qui est un point de vue autre que celui des soignants, et c'est celui sur lequel on va faire un partenariat. Voilà. Donc, Andrea est un des chefs de file de combat de ce que peuvent être, parce que c'est un combat, de ce que peut être la prise en compte de la perspective patient. On va passer à Anaël David.